Sur le plan personnel, en 1989, lors d'une cérémonie, Whitney fait une rencontre qui va bouleverser sa vie, celle de Bobby Brown. La réputation de Bobby, c'était d'être un séducteur. Il était au centre de l'attention. Donc, il pouvait choisir n'importe quelle fille dans une soirée. C'était ça sa réputation. Mais quand il est devenu clair qu'il était là pour rester, on n'y croyait toujours pas. Et pourtant, leur histoire d'amour dure. Whitney et Bobby se marient le 8 juillet 1992. Cette même année, Whitney se lance dans une nouvelle carrière, actrice à Hollywood. C'est Kevin Costner qui l'a contactée. Il a le projet de monter un film maudit, Bodyguard. Ce film, il a mis très longtemps à voir le jour. Le scénario, il a été écrit dès 1975. C'est Diana Ross qui devait jouer le rôle de la star internationale, la chanteuse. Et puis, c'est Steve McQueen qui devait jouer le rôle du bodyguard. C'était très compliqué à monter. On voyait bien que cette histoire-là ne plaisait pas à tout le monde, ne plaisait pas à tous les studios. Au final, d'ailleurs, il a reçu 65 refus, le scénariste, donc ça n'a jamais vu le jour, avant, enfin, que Kevin Costner s'y intéresse et qu'il décide de confier le rôle à Whitney Houston parce qu'il l'a vue chanter et il se dit, voilà, ma star, c'est elle. Il a de la répartie. Ce qui pose problème, c'est cette histoire d'amour entre une femme noire et un homme blanc, mais qui plus est, la femme noire est la star. C'est elle qui a le pouvoir dans le film. Whitney Houston n'a jamais pris de cours de théâtre. Il faut accepter de passer du statut de star à celui de novice, ce qui ne va pas sans poser de problème. C'était assez tendu sur le plateau, parce que Whitney Houston, elle est arrivée, même si elle a été choisie par Kevin Costner, il y a un moment où il se permettait un peu de lui donner 2-3 leçons. C'est très difficile à saisir, Frank Farmer. Whitney Houston a quand même dit qu'elle avait vécu un moment pas facile parce qu'elle s'était sentie un peu infériorisée. Le rôle de Whitney est celui d'une star de la chanson, ce qu'elle est dans la vraie vie, et elle va reprendre la main sur une scène clé, celle où elle chante le thème phare du film, I Will Always Love You. Quand Whitney écoute la chanson, elle a le souffle coupé. Elle l'entend et l'interprète de son point de vue de croyante, dans sa relation avec Dieu, comme s'il lui disait à elle personnellement « Je t'aimerai toujours ». Et donc, quand elle a dû l'interpréter dans le film, elle leur a dit très clairement « Je vais la chanter en live ». Et ils ont répondu « Ça ne va pas être possible. Il y a le maquillage, la lumière, on doit faire plusieurs prises, les différents axes. Donc ce n'est pas possible. » Et elle a dit « Ok, alors on a un problème. Vous allez devoir trouver une autre chanteuse. » Parce que si c'est moi qui la chante, et que c'est mon nom au générique de ce film, je vais la chanter en live et mon groupe la jouera en live. On a fait 3 prises de cette chanson, et c'est la première prise que vous pouvez entendre, celle qui est sortie et qui est devenue une légende. L'histoire de ce jour où Whitney a été touchée par la grâce et est devenue la voix de Dieu, de son pouvoir, de sa grâce et de sa beauté. Le 23 novembre 1992, c'est la grande première du film à Hollywood. Comme d'habitude, c'est Al Bowman qui est le chauffeur de Whitney à Los Angeles ce soir-là. C'est la première fois qu'il rencontre Bobby Brown. J'ai vu tout de suite la différence. Avec lui, elle n'était pas du tout celle que je connaissais. Elle fume un joint, et c'est à l'opposé de tout ce qu'elle a jamais fait avant. Et donc je sors et j'ouvre la porte. Et là, Bobby sort de la voiture et me jette un regard, comme s'il était en colère contre moi. Troublé par l'attitude de Bobby Brown, Al décide d'écouter les conversations du couple alors qu'il les raccompagne après la projection. Après l'avant-première, on se dirige vers la soirée. Et je l'écoute lui parler. Et il lui dit qu'elle ne devrait pas faire des films.
Il lui dit que les films, c'est pas son monde et qu'elle doit rester concentrée sur la musique. Il était vraiment contre cette histoire de cinéma. La carrière de Bobby Brown est à l'arrêt. Difficile de rester dans l'ombre de sa femme qui, elle, atteint des sommets avec le film Bodyguard. Il y a clairement un avant et un après dans la carrière de Whitney Houston avec cette chanson « I Will Always Love You ». C'est devenu la chanson la plus vendue de tout son répertoire. L'album Bodyguard s'écoule à plus de 40 millions d'exemplaires. Le 4 mars 1993, Whitney donne naissance à sa fille Bobby Christina. 4 mois plus tard, elle repart déjà pour une tournée mondiale avec l'album de Bodyguard. On faisait déjà des concerts à l'international. Mais quand Bodyguard est sorti, c'est devenu fou. C'est reparti pour une tournée de près d'1 an et demi, une centaine de concerts dans 27 pays sur 5 continents. Pour faire face à ce rythme de fou, de mauvaises habitudes se rappellent à la mémoire de Whitney. Donc, on arrive dans une ville et il la laisse dormir quelques heures. Mais après, elle doit se lever et aller au maquillage pour faire une télé. Et sans cesse, elle doit aller faire des shootings photos. Et évidemment, c'est le moment où les drogues apparaissent. Car gamine, elle en avait pris et ça l'avait boostée. Donc, ça commence comme ça. Au début, pas beaucoup. C'est juste pour tenir le rythme. Mais après, tu n'arrives plus à t'endormir. Donc, tu dois prendre autre chose pour redescendre. Donc, c'est ce foutu planning. La tournée s'achève en Afrique du Sud devant 70 000 personnes, 2 soirs de suite. Elle est la première star à se produire sur scène après la chute de l'apartheid. Whitney est définitivement devenue la mégastar de ses débuts des années 90. S'il est difficile d'atteindre de tels sommets, on peut en redescendre très vite. Les années qui vont suivre vont s'avérer bien plus compliquées pour Whitney. En 1995, Whitney poursuit sa carrière d'actrice et joue dans le premier film au casting 100% afro-américain, En attendant les hommes, réalisé par Forest Whitaker. C'est aussi à cette époque qu'elle se lance dans une carrière méconnue, celle de productrice. J'ai un petit salaire. Je veux voir si je peux me lancer dans la production. Elle produit des films pour enfants, mais des films militants, comme la toute première version d'une Cendrillon Noir. En réalité, elle a ce but de militante, en fait, qu'elle a hérité de sa famille aussi, qui est de lutter aussi pour sa communauté. Et ça, c'est très important pour elle. Whitney, c'est une actrice qui veut faire infuser, en fait, en réalité, son état d'esprit, son envie de faire respecter sa communauté, de se faire respecter elle-même, en tant que femme aussi. En 1998, Whitney retourne en studio. 8 ans qu'elle n'a pas enregistré d'album. Une lassitude commence à apparaître. La jeune femme se trouve à l'étroit dans le personnage que lui a taillé son producteur, Clive Davis. La Whitney qu'on connaissait était toujours triste. Elle ne voulait pas être célèbre. Et elle détestait cette image qu'il lui imposait. En particulier Clive Davis. Il l'avait façonné en un truc particulier. Et c'était ça qu'il voulait promouvoir. C'est ça que tu dois être. Elle s'est opposée très vite à ça. Whitney disait « Je ne veux pas vraiment être ça. Je ferai ce qu'il faut. Je veux juste chanter, mais je ne veux pas être une diva. Je veux juste être moi. » Et elle disait tout le temps « Ça ne peut pas être moi. Est-ce que je peux être moi ?» Whitney a de plus en plus de mal à jouer son rôle. Elle se comporte de façon étrange. Ses propos sont parfois confus, incohérents. I think it's a little different from what they've seen before. I'm a lot more comfortable. I'm older now, you know. I mean, you pretty much get it down pat after 16 years of it. If diva is the word,
And if that's what I am, and if I'm at the top of my class, if I'm the number one diva, I'm fine. If I've got to be number two, I ain't cool with it. Les rumeurs sur la consommation de drogue du couple se font de plus en plus persistantes. Whitney a fait une overdose de cocaïne sur le tournage d'En attendant les hommes. Ça m'ennuie de te saper le moral, mais ça a aucune chance de s'arranger. En juin 1999, Whitney reprend la route. Pendant la tournée, les tensions entre Bobby Brown et Robin Crawford deviennent très problématiques. Robin s'est clairement fait un ennemi, si on peut dire, de Bobby Brown à ce moment-là. Parce qu'un des ressorts, c'est que Bobby était un homme, dans le sens où il voulait se faire respecter. Donc, il est là, c'est moi le mec, je suis le mec de Whitney. Donc oui, c'est moi qui dis qui rentre dans le cercle et qui en sort. Vraisemblablement, Bobby Brown va vouloir prendre l'affaire en main. Comme souvent, les gens qui veulent prendre le pouvoir, c'est un peu isoler Whitney Houston de son entourage précédent. Et donc, Bobby Brown ne va vraisemblablement avoir de cesse que Clive Davis reste un peu plus à distance et que Robin Crawford disparaisse.